Quel état des lieux du secteur de la santé en Guyane en ce début 2023 entre la colère des médecins libéraux, les tensions qui entourent le projet de CHRU et les récentes difficultés d'infrastructure de l'hôpital de Cayenne? C'est peu dire que l'année commence fort et cristallise un certain nombre de questionnements sur les moyens, les chantiers, les défis auxquels est confronté le secteur médical et paramédical guyanais dans un grand nombre de domaines. Manque d'attractivité pour les professionnels, inégalité territoriale et plus généralement les grands enjeux de santé publique. Un an après la dernière et grande vague Omicron de Covid-19, où en est-on en Guyane sur toutes ces questions et où va-t-on? Pour en parler, la directrice générale de l'ARS, Clara Debord, est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Clara Debord. Beaucoup de questions à vous poser ce matin, une semaine après les vœux que vous avez prononcés pour faire le bilan des années passées et parler des chantiers à venir. Le Covid-19 s'est terminé, la crise sanitaire s'est terminée. On peut enfin, parler de santé, j'allais dire, sans être dans l'urgence, même s'il y a beaucoup d'autres situations qui évidemment sont urgentes, mais ça y est. Et depuis maintenant quelques mois, on a le champ libre, on va dire, pour regarder vers l'avenir sur toutes ces questions-là. Oui, c'est vrai qu'au niveau du Covid, heureusement, on y voit bien plus clair. Alors vous savez qu'en ce moment, on a une épidémie de grippe, mais disons que c'est plus habituel, mais elle est quand même à un niveau très élevé. Sur la bronchiolite, ça s'est calmé, mais on a aussi eu une période assez difficile. Et puis, vous le savez peut-être aussi, mais on a de la dengue qui arrive. Donc, en Guyane, on a l'habitude des crises sanitaires. Celle du Covid a été vraiment exceptionnelle, mais il faut rester vigilant en fait, puisque on a régulièrement des situations qui peuvent conduire à des épidémies. Donc, il faut qu'on soit tous vigilants, et vous connaissez bien les messages clés sur la dengue. On essaye de vider les gîtes larvaires, et surtout quand on est malade, on dort sous moustiquaire de manière à ne pas se faire piquer par un moustique quand on est malade, parce que c'est ce qui fait que ses voisins vont l'être ensuite. Un mot, Clara Debord, sur le Covid et sur la gestion de la crise sanitaire. Tout le monde à l'époque avait pris l'habitude, on va dire, de vous voir comme une des chefs d'orchestre dans la gestion de la crise sanitaire. Quel bilan est-ce que vous en faites? Est-ce qu'avec vos yeux de 2023, vous vous dites, si ça se reproduisait, je ferais différemment sur un certain nombre de points? Ah, c'est certain qu'on ferait différemment, mais ne serait-ce que aussi parce qu'on a appris au fur et à mesure de l'épidémie de plus en plus de choses sur ce virus. Il y a eu des choses qu'on croyait vraies au départ et qui se sont révélées fausses, et inversement d'ailleurs. Et puis le virus a aussi évolué, mais il y a ça a été ça la difficulté, c'est d'apprendre au fur et à mesure, et donc de poser des hypothèses, de voir qu'elles ne marchent pas et d'essayer autre chose. Donc ça a pu aussi donner, à juste titre, l'impression d'un tâtonnement en fait. On a beaucoup tâtonné. Alors pour ce qui est de la Guyane, je crois que le territoire, malgré tout, a tenu. Alors tenu, c'est quand même très difficile de dire ça quand on a quand même compté 418 décès. 418 décès, c'est tout de même absolument énorme. On a perdu 4 ans d'espérance de vie. Mais par rapport à d'autres territoires, par rapport à nos voisins ou par rapport aux Antilles qui n'ont pas du tout eu la même cinétique de l'épidémie, c'est-à-dire qu'elle est arrivée beaucoup plus vite, beaucoup plus fort à certains moments, ils ont dû, à un moment donné, refuser des patients en réanimation, ce qui chez nous n'a jamais été nécessaire. Ça a été à un fil, mais... nous avons eu aussi plus de 1000 personnes qui sont venues en renfort, 1000 personnes qui ont traversé l'Atlantique pour venir nous aider, des soignants. Et puis on a fait 800 000 tests, tout le monde s'y est mis, les laboratoires, les pharmacies, les infirmiers. Je crois qu'il y a eu un effort collectif tout à fait phénoménal, mais à un coût très élevé en vie humaine et puis en santé psychique presque, parce que ça a été terrible pour tout le monde d'être comme ça contraint à ne pas se croiser. Je crois que ça sera ça la plus grande, le plus grand choc en fait de ce type d'épidémie, c'est le caractère catastrophique que cela génère en termes de relations sociales et de santé mentale. Petite nuance sur l'espérance de vie qui a, d'après ce que vous venez de nous dire, perdu 4 années. On avait contacté l'INSEE qui nous disait que, mine de rien et malgré tout, on devrait très rapidement retrouver le niveau d'avant la crise sanitaire. On espère, mais ça, c'est vraiment une marque dans l'histoire du territoire que l'on verra encore dans 100 ans. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et si vous me demandiez si c'était à refaire, j'espère qu'on ne le refera pas. J'espère que ce type d'épidémie, on arrivera à la conjurer plus tôt, parce qu'en fait, c'est une épidémie mondiale qui a eu un démarrage dans un pays qui n'a pas été transparent au départ. Et donc,
toutes les mesures qui auraient pu être prises plus tôt pour éviter une telle dégradation au niveau mondial n'ont pas été prises. C'est vrai qu'on a payé quand même très cher la façon de gérer cette crise au niveau de la Chine, hein. C'est aussi un des apprentissages, c'est que la régulation mondiale des épidémies, elle a encore des progrès à faire. Avec de nombreuses remises en question, notamment sur l'Organisation mondiale de la santé. À quel point, pour revenir sur le cas bien précis de la Guyane, à quel point, Clara Debord, le Covid a retardé les chantiers qui sont lancés depuis toutes ces dernières années? Ça a mis en pause certains chantiers, ça en a accéléré d'autres, hein, puisque sur la biologie, par exemple, on l'a dit souvent, hein, on a gagné 10 ans, 15 ans d'un seul coup. Mais c'est vrai que sur les grands chantiers de transformation de l'offre de soins, on a dû mettre en pause. Et du coup, l'année 2022 a été une année, après la dernière vague de tout début de l'année, une période de redémarrage d'un tas de chantiers sur le secteur sanitaire, sur le secteur médico-social aussi, hein, parce qu'on a un gros rattrapage à faire au niveau de l'offre pour les personnes âgées. On n'a pas assez de place en EHPAD pour aller vite à l'essentiel. On n'a pas assez de place pour les personnes handicapées, que ce soit des enfants ou des adultes. Et on attend beaucoup de la prochaine visite de la ministre chargée des personnes handicapées, mi-mars. Ça se règle comment? Je me permets de vous couper. Construction de nouveaux EHPAD, construction... On travaille avec la CTG. Il faut qu'on travaille davantage d'ailleurs avec la CTG, puisqu'on a la double tutelle, si vous voulez, pour aller vite sur ces structures, pour qu'on se mette d'accord sur ce qui est le plus prioritaire, à la fois les personnes qui ont le plus besoin de structures, d'équipes mobiles aussi, c'est pas toujours des structures, mais enfin il nous manque beaucoup de structures, et puis les lieux sur lesquels installer ces structures. Moi je prêche pour qu'on puisse créer un EHPAD avec tout le dispositif qui va autour sur Saint-Georges-de-l'Oyapock, parce qu'on n'a rien sur l'Est, et puis aussi sur Maripasoula. On essaye d'avancer avec la CTG pour trouver les financements permettant de créer ces structures qui sont évidemment très chères, surtout dans la construction dans ces zones-là. Est-ce que Clara Debord, pour en revenir aux conséquences plus ou moins directes, on va dire, de la crise sanitaire, est-ce qu'on peut finalement présenter les choses en disant que l'actuel projet de CHU, qui est en plein travaux, on va dire, est issu de la crise sanitaire, quand on s'est aperçu que la Guyane finalement n'était pas suffisamment dotée pour faire face à une crise de cette ampleur-là? Dire ça serait faire offense à tous ceux qui se sont battus depuis 10 ans pour en avoir un. Donc, oui, mais de mémoire, la ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin, juste avant la crise sanitaire, disait qu'il n'y aurait pas de CHU en Guyane. Voilà, il y a eu une demande depuis très longtemps, mais c'est vrai que je crois que ce qui a été décisif, au-delà de la force qu'ont mis les politiques pour travailler là-dessus. Oui, avec un déplacement à Paris notamment, des parlementaires de la CTG. Et il faut rendre hommage aux politiques pour avoir poussé dans ce sens-là. Je crois que ce qui a été décisif, c'est le fait de comprendre que on a besoin de développer l'offre de soins et qu'on a une population suffisamment importante désormais pour que ça justifie certaines offres de soins qui, avec 200 000 habitants, sont moins justifiées. Et puis, surtout, je crois aussi qu'on le doit aux chercheurs guyanais qui ont démontré, aux chercheurs en santé guyanais, qui ont démontré qu'en Guyane, c'était un terrain de recherche passionnant, très important, notamment sur les maladies infectieuses émergentes. Et là, peut-être que la crise épidémique, elle a mis en haut de la pile la nécessité d'avancer vraiment sur la recherche. Et on sait que dans les zones intertropicales, c'est là que peut-être, et c'est Wuhan, ça fait partie de ces zones-là, c'est là que peut-être les futures maladies vont apparaître. Un CHU, c'est pas seulement une offre de soins. Une offre de soins, c'est un CHR. Une offre de soins très développée, c'est un centre hospitalier qu'on appelle régional, comme par exemple celui d'Orléans. Et quand on dit CHU, c'est au-delà d'un centre hospitalier régional, c'est un centre hospitalier qui a une vocation universitaire. C'est-à-dire qu'un hôpital qui dit c'est ici qu'on va faire de la recherche en santé, c'est ici qu'on va découvrir des choses avec des partenaires, je pense en particulier à l'Institut Pasteur. Il n'est pas question d'exclure, au contraire, il s'agit de renforcer la puissance des chercheurs en santé, grâce aussi à des malades qui sont là et qui pourront participer à des projets de recherche. Mais dans ce cadre-là de renforcer la recherche universitaire en Guyane, il y a d'autres réflexions qui sont faites, notamment sur l'offre de soins et qui concernent directement la santé des Guyanais. C'est ça, tout à fait. Un CHU, c'est à la fois des objectifs d'amélioration de la santé des populations qui habitent autour, on va dire, mais c'est aussi des vocations
parfois même internationales. Les CHU ont des ambitions internationales. Donc on ne fait pas un CHU juste pour soi, en somme. On fait un CHU aussi pour former les médecins de demain, pas que les médecins guyanais, tous les médecins de demain, et puis pour développer la recherche et la connaissance en matière de santé. Dans la lettre pro de ce matin, on présente qu'il y a une nouvelle bactérie qui a encore été découverte par des chercheurs. Eh bien, le CHU a vocation à aider les chercheurs à être plus puissants, à avoir plus de moyens pour pouvoir découvrir de nouvelles choses. Alors, je vais vous laisser boire votre verre d'eau, Clara Debord, en attendant, et pour continuer du coup sur cette thématique-là de l'offre de soins à destination des Guyanais. Qu'est-ce que vous pensez des déclarations faites par le député Jean-Victor Castor qui demande tout simplement de nouveaux locaux, un nouvel hôpital pour le CHC, pour accueillir en quelque sorte le futur CHRU? Donc le CHRU, c'est un établissement qui aura les 3 sites, plus les centres de santé. Vous faites bien de le dire, oui. Saint-Laurent-du-Maroni, Kourou, Cayenne et les centres de santé. C'est un ensemble. Et cet ensemble, il est nécessaire, et on y travaille, qu'on définisse le projet qu'on appelle médical, c'est-à-dire où allons-nous faire quoi et comment et quelle coordination entre les sites. On sait déjà d'ailleurs, on ne démarre pas de zéro, que par exemple l'urologie, eh bien, c'est à Kourou. Avoir des spécialités dans tel établissement et d'autres. Aujourd'hui, quand vous avez besoin d'aller voir un urologue, vous ne vous posez pas trop de questions, vous allez à Kourou, l'urologie à Kourou, ça ne pose pas de sujet, ça restera a priori à Kourou. Avec des consultations avancées, les urologues de Kourou peuvent aller faire des consultations au CHOG ou peuvent aller faire des consultations au CH de Cayenne. Eh bien, ce travail, il faut le faire sur l'ensemble des spécialités. Il y a des spécialités qu'on va trouver partout, comme par exemple les urgences, comme par exemple l'obstétrique, on peut accoucher partout. Et puis il y a des spécialités qu'on va trouver que dans certains endroits. Ce travail-là, c'est un travail fait par les médecins. Ce sont les médecins qui doivent travailler là-dessus. Comment en radiologie on travaille ensemble, comment en biologie on travaille ensemble. Est-ce que chacun a son laboratoire? Ou est-ce qu'on fait un laboratoire commun? Ou est-ce qu'on fait 2 laboratoires pour 3? Enfin, c'est pas moi qui décide de ça, c'est pas les politiques non plus. Il faut que ce soit les biologistes, avec les médecins, pareil pour l'anatomopathologie, etc. Une fois qu'on a ce projet médical et qu'on sait vers où on va, alors là, on met les architectes sur le coup et les architectes, ils regardent l'état des bâtiments, les bâtiments du CH de Cayenne, dont certains sont relativement neufs, d'autres sont très dégradés. Les bâtiments du CH de Kourou, qui eux sont très dégradés parce qu'on n'a pas du tout investi sur l'hôpital de Kourou. Et puis le CHOG, on est sur des bâtiments neufs, il faudra peut-être agrandir, mais on ne sait pas encore pourquoi. En tout cas, est-ce qu'il y a des réflexions de votre part pour revenir à l'hôpital de Cayenne sur la nécessité d'en construire un nouveau, Clara Debord? En fait, on est toujours... Pour l'instant, on attend. Pour le moment, on est en train d'investir, c'est-à-dire qu'il y a des travaux à l'hôpital de Cayenne. C'est pas comme s'il n'y avait pas de travaux du tout. Vrai. On a mis des dizaines de millions d'euros sur l'hôpital de Cayenne. C'est certainement pas nécessaire, mais avant de dire qu'est-ce qu'on fait avec cet hôpital, il faut qu'on sache ce qu'on veut en faire au plan médical. Et tout raser pour tout refaire, moi je veux bien, mais c'est pas rien, aucun investissement pendant 15 ou 20 ans sur Cayenne, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. On verra si le projet médical de Cayenne, de site de Cayenne, montre qu'il faut absolument transformer un tas de choses, eh bien, nous trouverons les moyens d'y parvenir. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit aux différents médecins, je suis un petit peu démunie, de moins en moins chaque jour, heureusement, pour porter cette position au niveau du ministère de la Santé, alors que je n'ai pas de projet médical. D'accord. J'ai des bouts, j'ai des morceaux, on avance, et tous les jours on avance, et le travail a bien redémarré désormais. Mais tant qu'on ne peut pas dire au niveau national, voilà, les médecins, les hôpitaux se sont mis d'accord, parce qu'il faut aussi qu'ils soient d'accord, se sont mis d'accord sur le projet, voilà, on va développer Cayenne comme ça, Kourou comme ça, Saint-Laurent comme ça, et voilà ce qu'il faut refaire et voilà ce qu'il faut juste améliorer, eh bien, on ne peut pas négocier. Ce travail-là, il prendra combien de temps finalement? Là, on a l'espoir de finir le projet médical d'ici le mois de juin, donc c'est quand même assez rapide, grâce à un travail extrêmement soutenu, et je félicite vraiment l'engagement des médecins qui se sont portés volontaires pour participer aux travaux de façon très, très intense. Bon, on vous reposera du coup la question de la nécessité des locaux de l'hôpital de Cayenne à partir du mois de juin. Un dernier mot là-dessus. Mais j'insiste, il y a l'hôpital de Kourou. L'hôpital de Kourou également. Parce qu'on entend beaucoup l'hôpital de Cayenne, et c'est tant mieux, c'est très bien, ils sont volontaires et ils sont engagés, c'est super.
attention, c'est bien un CHU à 3 sites équilibrés, avec un hôpital de Kourou qui a absolument besoin qu'on pense à lui aussi. Clara Debord, c'est ce que Santé publique France nous apprend ce matin. La Guyane reste la région la plus touchée par la tuberculose, avec 25,5 cas pour 100 000 habitants en un an. Si on ajoute à ça le VIH, on sait là encore que sur ce point, la Guyane est le département français le plus touché. Je ne vais pas faire le listing de tous les problèmes de santé qu'on rencontre en Guyane, mais ils sont nombreux. J'exagère à peine, mais dès qu'il y a une journée mondiale de je ne sais quelle maladie, on répète à ce même micro que la Guyane est le territoire le territoire français le plus touché, ou l'un des territoires les plus touchés. Est-ce que ça vous arrive, à vous, en tant que directrice générale de l'ARS, de regarder toutes ces problématiques-là et qui ont des liens avec énormément d'autres secteurs? Je pense au développement économique, je pense à l'isolement géographique, et de vous dire finalement, nous, en tant qu'ARS, on ne pourra pas faire grand-chose et on ne pourra pas régler tous les problèmes, en tout cas. En tout cas, on s'y met tous les jours et on dépense plusieurs millions d'euros, dizaines de millions d'euros sur la prévention. Je crois que ça marche quand même. C'est pas suffisant. C'est sûr qu'il faut augmenter l'effort. On a des problèmes de ressources humaines à un moment donné sur le terrain. Et puis, on sait que les populations pauvres qui habitent dans des conditions très dégradées, elles ont plus de maladies. Quand les gens ont faim, ils prennent pas soin de leur santé, c'est normal. Il faut d'abord qu'ils n'aient plus faim. Il faut qu'on ait des professionnels de santé qui soient suffisamment nombreux pour pouvoir aller au contact de ces populations. C'est ce qu'on appelle l'aller vers. Mais il faut aussi avoir avoir un lien de confiance avec ces populations. Et je remarque vraiment avec beaucoup de bienveillance, le travail fait par Médecins du Monde et par la Croix-Rouge française notamment sur la tuberculose, Médecins du Monde qui va dans les squats pour tous les jours essayer de faire du dépistage, de la prévention. Il faut augmenter l'effort, mais l'effort n'est pas nul, sincèrement. Mais vous n'avez pas l'impression qu'on est finalement dans un plan de rattrapage permanent en Guyane sur toutes les questions de santé et qu'on ne s'en sortira finalement jamais? Il faut avoir beaucoup d'optimisme et de courage pour rester focalisé sur l'objectif. Moi, j'ai tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. J'ai tendance à voir ce qui progresse et je vois l'engagement des professionnels de santé sur le terrain. Si moi, je me décourage, c'est fini, c'est la fin des haricots. Est-ce que vous vous êtes fixé des priorités, on va dire, Clara Debord, sur certains domaines à améliorer? Vous avez pris notamment la parole la semaine dernière sur la santé périnatale. C'est quoi les autres objectifs concrets pour cette nouvelle année? Santé sexuelle et périnatale. La santé sexuelle, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut qu'on progresse. Et je l'ai dit lors de mon discours de vœux, j'ai un point qui vraiment me chagrine énormément, c'est le sujet des grossesses précoces. Le fait qu'on n'ait pas du tout progressé sur ce sujet depuis 10 ans, il y a toujours autant de petites filles qui tombent enceintes, des petites filles, parce qu'à 12 ans, on est une petite fille, à 13 ans, on est une petite fille, et même encore un peu à 14 ans. Et ces petites filles, elles tombent enceintes non pas d'un garçon qui a 12, 13 ou 14 ans, elles tombent enceintes de garçons qui sont beaucoup plus âgés qu'elles, qui ont compris qu'elles n'étaient pas en mesure de consentir et qui les mettent enceintes néanmoins. Et on parle jamais des garçons, moi ça me gêne un peu, on essaye de travailler sur l'accès à la contraception, l'accès à l'IVG d'ailleurs aussi, et elles y ont accès, et heureusement, et il faut absolument garantir ce droit, mais il y a un moment donné, il va falloir quand même qu'on s'interroge collectivement sur l'image que renvoie le fait de mettre une petite fille enceinte. Je veux dire, c'est quand même un truc sur lequel je trouve qu'on ne parle pas assez, même on n'en parle pas du tout. Le fait que les filles, les femmes et les hommes aussi d'ailleurs utilisent encore trop peu la contraception, même si nous délivrons de très nombreux lots de préservatifs, c'est pas quelque chose qui est discuté dans les familles. Les mamans n'en parlent peut-être pas assez à leurs petites filles, et je trouve que là-dessus, il y a peut-être une prise de conscience au niveau de la société qui pourrait nous aider, en fait. Une prise de conscience qui n'arrivera pas dans l'année qui vient, ça prendra évidemment beaucoup plus de temps que ça. Ça va prendre certainement quelques années. En tout cas, pour une petite fille, de tomber enceinte, c'est pas un service à lui rendre. C'est pas un service à lui rendre, c'est du décrochage scolaire. C'est ce qu'on appelle une trappe à pauvreté. C'est maintenir ces filles et ces futures femmes, même si elles vivent un moment très heureux, parce qu'une naissance, c'est quand même souvent très heureux. C'est quand même pas un service à leur rendre. Il faut essayer de repousser les grossesses à plus tard. Dernière petite précision, Clara Debord, il est déjà 7h35. Le saturnisme, l'intoxication au plomb, les niveaux
intoxications en Guyane sont hallucinants. Oui. Les actions concrètes sur ce point, ce qui a été fait, ce qui va être fait dans les mois qui viennent, c'est quoi ? Alors nous essayons de réduire ces imprégnations par différentes mesures alimentaires notamment, mais ce qu'il nous faut, c'est surtout réduire la source. Et la source pour le mercure, vous l'avez compris, c'est l'orpaillage en grande partie. Et donc là, nous travaillons avec les services de la justice et avec le Suriname pour essayer d'avancer sur l'interdiction, je l'espère, dans quelques années, le plus vite possible, de la vente de mercure qui nous vient de Chine, comme vous le savez. Et puis pour le plomb, il y a un travail d'éducation, on va dire, des populations. Il ne faut pas laisser les enfants jouer en mettant des plombs de chasse à la bouche, par exemple. Il faut nettoyer la viande bois quand on a chassé avec des plombs, parce qu'on chasse avec des plombs. Il ne faut pas faire cuire cette viande bois avec le plomb. Il y a beaucoup de mesures. On a aussi des enfants qui jouent avec des batteries de voitures dans les fleuves. En fait, les intoxications au plomb, elles viennent de là, et puis de certains maniocs qui concentrent le plomb. Donc là, on a du travail en matière de recherche. Donc le plomb, c'est beaucoup de l'éducation des populations, et le mercure, c'est aussi un peu d'éducation, mais enfin, c'est surtout réduire la source. Et là-dessus, c'est un gros travail international à mener. J'avais beaucoup d'autres questions, mais le temps est passé très vite. Merci beaucoup Clara Debord d'avoir été notre invitée ce matin. Je le rappelle donc évidemment directrice générale de l'ARS. Merci encore, très bonne journée à vous. Merci à vous. Radio Pays.